Sébastien, merci à tous. Moi, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour une petite conférence qui, je l'espère, vous sera d'une grande utilité. En tout cas, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est pas une approche théorique, hein, même si depuis toutes ces années, j'ai quand même pu prendre un peu de hauteur par rapport à ma propre pratique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du terrain, voilà, et de vous faire part d'un retour de terrain à travers donc des expériences que j'ai pu mener maintenant depuis ça fait maintenant 10 ans que je suis complètement passée, complètement basculée en classe inversée. Mais bon, voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pas tout inversé tout d'un coup. Hein, c'était un long cheminement qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque vous allez voir que je fais jamais la même conférence au fur et à mesure, elle évolue, j'actualise, je me nourris de ma classe et donc je ferai bien sûr à la fin une petite parenthèse, je l'espère qui sera la plus courte possible, mais vous parlez aussi de l'adaptation d'une classe inversée lorsqu'on est à distance et qu'on n'a plus nos élèves face à nous. Donc, comment continuer cette pédagogie active lorsque le lieu scolaire a disparu partiellement et je l'espère ponctuellement. Mais je crois que c'est important. Il y a peut-être aussi des gens qui se posent la question de comment faire, comment continuer cette pratique active à distance. Alors, je vais partager tout de suite mon écran. Alors, pour me retrouver, je vous ai mis dans la partie chat mes coordonnées. Et donc, vous pourrez m'écrire, hein, il n'y a pas de problème. Je vous ai laissé mon mail, mon Twitter, où je passe ma vie sur Twitter. Donc là, si vous voulez me retrouver, même cet après-midi, j'y serai sans aucun doute. Et puis sinon, j'ai mon blog sur lequel je partage. Alors c'est un blog professionnel, c'est pas le blog que j'ai avec les élèves. Hein. C'est un blog professionnel où je partage absolument tout ce que je fais, mes réussites comme mes ratés. Voilà. Donc vous pourrez aller voir. Il y a une pratique il y a 10 ans, donc dessus, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un peu fouillis, mais il faut chercher, puis ne pas hésiter surtout à me contacter. Alors, on va passer plein écran. Sébastien, confirmes-tu? Est-ce qu'on voit bien parfaitement? OK. Alors, déjà, je voulais faire un petit mot sur le titre, parce que ma classe inversée, c'est très possessif, c'est au singulier aussi, ça peut étonner, et vous vous dites peut-être que c'est un peu égocentrique. En fait, si je mets ce possessif, c'est parce que je voulais insister tout de suite pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas une classe inversée. Voilà, il y a un modèle. Alors, il y a des dénominateurs communs, hein, d'accord. Il y a des choses qu'on va retrouver d'un inverseur à un autre, mais il y a une multitude d'approches. Voilà. Et ce que je voulais vous dire tout de suite, que je voudrais déconstruire, hein, ce que je fais souvent dans les médias, mais là, j'en profite aussi pour avoir ces auditeurs espagnol, enfin barcelonais, c'est vous dire qu'il ne faut pas tellement écouter quand on dit que la classe inversée, c'est les cours à la maison et les exercices en classe. Hein, parce que ça a vraiment, auprès des familles, ça a mauvaise presse, parce qu'on se dit, mais enfin, les cours à la maison, ça veut dire que les parents doivent s'occuper de ça. Non, c'est pas du tout ça. Hein, il y a effectivement des choses, on va le voir d'ailleurs, qui sont déposées à la maison, hein, on appelle ça des capsules. Hein. Alors, on verra ce qu'on entend par capsule, parce que c'est là qu'il va falloir éclaircir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne connais pas, parmi tous les inverseurs qui sont dans l'association, de collègues qui font un cours et qui déposent tout le cours à la maison. Ça, à ma connaissance, je n'en connais pas. Donc voilà, je voulais vraiment préciser là-dessus et bien faire attention. La classe inversée, c'est pas un report des tâches complexes sur la famille, hein, pas du tout. Hein, mais il y a effectivement une préparation qui se fait à la maison. Mais vous allez voir, ce n'est pas une leçon comme les médias le disent trop souvent, à mon goût en tout cas. Donc, beaucoup de classes inversées, et je dis souvent, et on a souvent retenu la formule, qu'il y a autant de classes inversées que de professeurs renversants. Hein. Donc, même si dans le modèle que je vais vous présenter, qui est donc mon protocole, vous allez peut-être trouver des choses intéressantes, vous allez voir que vous ne pourrez jamais reproduire à l'identique. Parce que nous n'avons pas le même contexte, nous n'avons pas les mêmes élèves, nous n'avons pas non plus la même sensibilité. Et donc, forcément, bon, il y a certainement des parties, je l'espère, en tout cas inspirantes, mais vous allez
devoirs et vous allez de toute façon naturellement les adapter. Alors voilà pourquoi on parle bien sûr de classes inversées. Alors, j'ai eu par le passé la chance de travailler avec cette dame que vous connaissez peut-être, qui chez nous a eu un impact très important puisqu'elle a été directrice du numérique éducatif auprès de notre ministre Najat Vallaud-Belkacem, donc en 2015-2016. Et cette dame donc a fait tout un travail sur les classes inversées. Elle a pris le temps d'aller dans ces classes inversées un peu partout. Elle avait été missionnée à l'époque par la ministre et elle en a retiré un rapport. Et dans ce rapport, il y a une phrase qui a attiré mon attention, que je trouve particulièrement pertinente. Elle dit qu'il n'y a pas effectivement de modèle, comme je vous ai expliqué, mais qu'il y a une approche. Voilà. Et que cette approche, alors les deux mots, je les ai mis en majuscule parce que vraiment c'est très important, elle est empirique, ça systématiquement, et évolutive également. Donc, c'est de là qu'il va falloir partir hein, lorsqu'on veut parler de classes inversées. Donc, dénominateur commun, bien entendu, cette approche empirique. Alors, en ce qui concerne mon approche, donc on va faire un petit retour en arrière. On est en 2010, et donc je change d'établissement vraiment par hasard, et j'arrive dans un établissement où ma pratique, telle que je l'avais expérimentée depuis des années, parce que j'étais évidemment pas une débutante en 2011, eh bien cette pratique, donc qui était en fait le cours dialogué, on va dire, c'était pas un cours magistral, mais bon, un cours, j'essaie d'impliquer les élèves, mais enfin quand même l'espace scénique était vraiment franchement occupé par moi, hein, c'est-à-dire j'occupais l'espace, j'occupais le temps de parole aussi, et cette approche hein, que je pratiquais avec bonheur depuis des années, j'arrive dans cet établissement et là ça a été le déclic de ma carrière et ça ne fonctionnait plus du tout. Voilà, le public était plus du tout adapté. Les élèves étaient un public particulier, un peu compliqué, difficile à gérer. Et donc, très vite, je me suis sentie vraiment mise en échec. Et ça a été d'abord très douloureux. Avant de parler de classe inversée, j'ai d'abord souffert. J'ai d'abord souffert de ne pas pouvoir mener à bout ce que je voulais. Alors, quel type de problème je rencontrais? Il y en avait deux. Voilà. C'est ce qui m'a motivée d'ailleurs pour changer. Le premier problème, c'est que personne ne m'écoutait. Voilà, pas grand monde. Donc, quand on est sur un cours dialogué, forcément, s'il y en a qu'un qui parle et qu'il n'y a pas de réponse, c'est assez limité. Et donc, ça, c'était mon premier défi, c'était de me poser la question, mais comment faire pour faire participer et surtout ne pas ennuyer les élèves, parce que j'avais vraiment, franchement, le sentiment que je les ennuyais. Deuxième problème important aussi, c'est qu'à l'époque, je donnais des devoirs à la maison. Alors bon, je n'en donnais pas non plus énormément, mais enfin, ça m'arrivait régulièrement de dire, bon, faites l'exercice numéro 3, page 40, voilà, ou relisez la leçon. Vous voyez, rien d'extraordinaire, sauf que dans cet établissement, eh ben, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et je n'étais pas la seule, hein. Je me suis rassurée en allant sonder mes collègues, mais les devoirs, c'était un vrai problème. Et il y avait à peu près 2/3 de la classe, tous les jours, qui passaient à côté. Alors, soit ils faisaient partiellement, soit ils ne faisaient pas du tout. Ils avaient toujours de bonnes excuses. Puis, il y avait un système, finalement. Alors, ce système, il m'a rendu service plus tard. On en reparlera. Dans cet établissement, ils avaient pris le parti. Mais quand il y avait ce problème de devoir non fait, il y avait un système de flèches, enfin de croix. On mettait les croix sur un fichier Excel. Et voilà. Et en fait, on se déresponsabilisait de cette affaire, puisque c'était à la vie scolaire de s'occuper de punir les élèves. Bon, alors évidemment, le système a explosé très rapidement parce que comme il y avait énormément d'élèves qui ne faisaient pas, ils savaient pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de quoi punir, il n'y avait pas les moyens humains pour punir. Et donc, du coup, c'était devenu très, très difficile. Une année compliquée, et au bout d'un an, je me dis, bon, il n'y a pas de solution, hein, eux, ils ne changeront pas. Moi, par contre, soit je change d'établissement, ce que je ne pouvais pas faire puisque je venais d'arriver, soit je change ma pratique. Et c'est là que tout a commencé. Voilà, c'est pour ça que je me permets de parler un peu de moi parce que je pense que c'est une expérience qui est peut-être intéressante à partager. Et donc, je décide de faire autre chose. Je ne savais pas quoi du tout. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'était une, que mes élèves soient plus actifs en classe et deux, que j'arrive à résoudre ce problème des devoirs. Parce que tous les matins, c'était un conflit. Et je commençais le cours avec une boule au ventre en me disant, bon, combien d'élèves auront fait le travail? Donc, j'ai passé un été où j'ai dit à mon mari, bon, cet été, moi, je ne fais rien, je vais travailler, je vais essayer de trouver quelque chose.
une solution à ce problème. Et la solution, ben, je suis allée sur Internet. Je ne savais plus où j'allais, je ne savais pas ce que je cherchais, mais je commençais à regarder un petit peu ce qui se faisait. Et je suis un jour tombée sur un site d'une amie qui s'appelle Annie Carter, qui est prof de mathématiques au Canada. Et c'est la première fois où je vois, donc en 2000, c'était août 2011, où je vois le mot de classe inversée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, je regarde, je voyais des vidéos d'Annick et je voyais des enfants, voilà, des enfants dans une classe, et qui collaboraient, qui semblaient être passionnés par ce qu'ils faisaient. Pourtant, c'était des mathématiques, mais bon. En tout cas, ça fonctionnait. Donc, j'ai pris le temps d'écrire à cette personne que je ne connaissais pas, et puis on a échangé, on a fait des vidéos, et puis elle m'a parlé un petit peu de ce modèle. Et là, j'ai commencé à me dire, ben voilà, je vais essayer de faire ça. Pas ponctuellement, on va voir, on va essayer. Donc en septembre, j'ai décidé de tenter le coup et je me suis lancée, alors progressivement, avec, j'ai demandé à un inspecteur quand même parce que je voulais savoir si ce que j'allais faire était correct. Et l'inspecteur m'a dit, écoutez, moi je connais rien à la classe inversée, mais pourquoi pas, je vous suis. Et donc pendant une année, et ça je le remercie beaucoup, il m'a suivi. C'est-à-dire il faisait comme moi en fait, il venait de temps en temps dans ma classe et il découvrait, on regardait, on essayait de voir ce qui se produisait dans cette classe. Alors, le principe de départ, je l'ai mis sous les yeux ici, ça a été mon premier travail. Me dire, bon, ce qui ne fonctionne pas, c'est clair, c'est déjà à la maison. Voilà. À la maison, il y a des tâches que je me donne qui ne sont pas faites. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Je vais peut-être changer la donne. Et donc, j'ai arrêté de donner des exercices à faire à la maison. Voilà, ça, c'est clair. J'ai arrêté également de dire apprendre la leçon, ça également. Mais par contre, j'ai déposé à la maison des tâches, et ça a été mon postulat de départ. Je voulais que tous les élèves, tous, quelle que soit leur difficulté, quel que soit le contexte dans lequel ils vivaient aussi, hein, parce que j'avais des enfants j'en ai encore aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas changé de collège, hein, mais j'ai ces enfants qui vivent en caravane, c'est des enfants qui appartiennent à la communauté des gens du voyage. Donc, je voulais que tout le monde puisse avoir accès à quelque chose qui ne les mette pas en difficulté. Donc, je voulais que ces tâches soient simples. Alors, qu'est-ce que j'entends par simple? On va le voir, bien entendu, on verra des exemples. Eh bien, c'était une préparation. Je me disais, mais c'est quand même hallucinant. Ils viennent, ces enfants, dans la classe, ils ne savent pas de quoi on va parler. Du jour au lendemain, ils ne savent pas. Alors, autant que j'essaie de préparer peut-être cette rencontre et ce rendez-vous pédagogique, comme dit M. Mérieux. Et donc, je me suis dit, ben, je vais faire des capsules. Je vais effectivement faire des vidéos. Mais ces vidéos, je ne veux pas que ça soit une leçon, parce que sans ça, je vais retourner vers ce que je voulais fuir. C'est-à-dire mettre en difficulté que les enfants ne fassent pas le travail. Donc, je suis partie de cette idée de capsule que j'ai nommée, et aujourd'hui, on retrouve le terme, qui est souvent réemployé par d'autres inverseurs, de mise en bouche. Voilà, je me suis dit un jour, tiens, je vais appeler ça des mises en bouche, parce que d'abord, ça me parlait, et je me disais, c'est une préparation, voilà, c'est mettre en appétit, et développer peut-être le goût, hein, de venir à ce fameux, alors pas repas, hein, mais en tout cas, cette fameuse rencontre pédagogique. Donc, la capsule, c'est vraiment, on va le voir, elle se positionne comme un lancement de quelque chose. Elle ne sollicite pas cognitivement les élèves. Ensuite, autre tâche simple, on le verra, c'est à la fin du cycle de la classe inversée, ben, c'est de recopier une leçon. Alors ça, tout de suite, ça m'est paru évident. Et pourtant, pendant 20 ans, j'avais continué à faire mon travail de prof, c'est-à-dire faire ma leçon, hein, plus ou moins interactive, et puis à un moment donné, ben, dire aux enfants, ben, écoutez, soit vous recopiez, soit on prend des notes, ça dépend de quel âge ils ont, mais il y a un temps en tout cas où on passe du temps à recopier quelque chose ou à mettre sur papier ce que le professeur a dit ou échangé. Et ça prend du temps, et notamment plus ils sont jeunes. Donc, je me suis dit, c'est quand même stupide que cet acte de recopier la trace écrite en classe puisse prendre parfois un quart d'heure sur un cours qui en fait 50, parce qu'on est obligé d'attendre forcément le dernier, hein, celui qui écrit le plus lentement. Et donc, je me dis, pendant ce temps-là, je ne sers à rien. Je ne fais qu'attendre. Et c'est quand même hallucinant. Donc, j'ai décidé de déporter ça. Et on le verra sous quelles conditions, parce qu'il y a quand même des conditions. On ne peut pas, comme ça, déporter une leçon de cette manière-là et dire aux enfants, vous la recopiez. Par contre, de l'autre côté,
du moment de cette rencontre, donc ces fameuses 55 minutes, eh bien là, je me suis dit, je suis l'experte. Il faut que je sois efficace. Il faut que je serve à quelque chose. Et donc, c'est à moi donc, de me charger de toute la partie des tâches complexes. Les tâches qui vont solliciter cognitivement les élèves, dans la compréhension, dans l'apprentissage de leur investissement, ça doit se faire quand je suis là. Voilà. Donc, je suis professeur de français. Je ne sais pas si on l'a dit en introduction. Hein, je suis professeur de français. Et donc, par exemple, toutes les tâches d'écriture se font dans mon cours. Il n'y a pas de tâche d'écriture complexe qui va se faire en dehors de ma présence. Hein, ça, c'est devenu une règle. Donc, je teste cette approche en essayant, comme le dit Marcel Lebrun, donc, qui est notre théoricien de la classe inversée, hein, il dit ce rendez-vous pédagogique, hein, c'est vraiment essayer de retrouver du sens à cette présence. Et ça, c'était, bon, je ne l'avais pas aussi bien théorisé à l'époque, mais c'était quand même quelque chose qui me préoccupait. Hein, ces moments où je ne faisais rien, où j'attendais, où je subissais, et je voulais vraiment m'en débarrasser. Alors voilà, donc j'ai commencé. Alors au départ, hein, j'ai vraiment tenté l'aventure. Vous allez voir ce protocole. Je l'ai mis en place très modestement, hein, parce que c'est impossible. On ne peut pas changer. On change complètement de peau. Hein, c'est plus du tout le même métier. Hein, ça c'est clair. Donc on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. On va commencer comme moi par exemple. Je voulais faire 1 heure, enfin 55 minutes par séquence. Et je voulais tester ça. Me dire, bon, je teste sur 1 heure, mais je veux quand même bien observer tout ce qui se joue. C'est pour ça que j'avais demandé à l'inspecteur de venir, parce que lui, il avait la possibilité d'observer, et puis il avait aussi une expertise que je n'avais pas, d'analyse. Et donc, ça m'intéressait de voir les phénomènes qui se jouaient dans cette classe quand on demandait aux élèves d'être dans une activité qui est évidemment bien réglée et bien organisée. Et c'est ce qui m'a évidemment permis aussi de progresser dans ma pratique. Alors, du coup, j'ai commencé petit à petit. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs années que j'ai commencé à généraliser et aujourd'hui à absolument tout inverser. Mais bon, voilà, hein, il faut être dans le contexte. J'ai derrière moi donc 10 ans d'expérience. Alors, le protocole, qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, quand on change entre guillemets, de métier, on vous donne une feuille de route. Un patron va vous donner une feuille de route. Bon, là, on n'a pas de patron, mais là, on va se dire, bon, comment j'organise mon cours? Comment ça se passe, en fait? Et on passe un peu de temps à réfléchir à l'organisation de ces 55 minutes, mais également des 55 suivantes, et puis de ce que l'on va donner à la maison. Et on arrive à présenter donc ceci. Donc très rapidement, parce que je vais après les détailler, vous voyez, on va partir d'une étape qui va se jouer à la maison. Hein. Donc là, vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez, mais ceci dit, ce visuel, vous le retrouverez absolument sur mon blog. Hein. Mais si vous avez un appareil photo, n'hésitez pas à capturer, parce que c'est très important. Donc on part du moment où les enfants sont à la maison. Donc on envoie cette capsule de mise en bouche qui dure 1 minute 30. Hein. On va voir des exemples. Et puis petit à petit, hop, on va avoir donc tout un circuit, on va dire, hein, un parcours qui va nous amener jusqu'à la fin de la classe inversée, du cycle de la classe inversée, qui va passer par cette fameuse trace écrite qui va être déposée à la maison sur les blogs, NT, peu importe, enfin, quelque chose qui va être déposé en ligne. Et ensuite, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard aussi, le fameux, vous en avez certainement entendu parler, le fameux chef-d'œuvre. Hein, c'est un terme qui n'est pas français, en fait, hein, on ne l'a pas du tout utilisé pour ça. Ce sont les Québécois qui, les premiers, ont parlé de production de chef-d'œuvre quand ils veulent désigner justement cette fameuse production de ces classes inversées. Donc, la production de l'élève qui montre à ce moment-là ce qu'il a retenu en fait de la notion. Donc, vous voyez ce cheminement, je vais maintenant vous le détailler. Alors, on va commencer bien sûr par ces fameuses capsules. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, sur les 45 000 inverseurs en France, qu'a recensé l'association Inversons la classe, eh bien, on va dire deux familles, 2 écoles. Voilà. On va trouver des collègues qui vont faire plutôt des cours découvertes. Alors, ce ne sont pas des leçons, hein, contrairement à ce qu'on entend, ce sont des
des zooms, hein, des petits zooms sur la notion qui va être traitée, bien entendu, en classe, hein, où il va y avoir des activités à faire et non pas des exercices. Donc, des tâches souvent plus complexes qu'un simple exercice. Et donc, ces capsules découvertes, on en voit pas mal, alors beaucoup ont leur chaîne YouTube, et on voit souvent, ce sont des enseignants, alors beaucoup sont à lycée, hein, et puis on voit aussi beaucoup de disciplines scientifiques ou technologiques, hein, ou voire même des collègues d'histoire ou de géographie, qui vont se prêter plus facilement à ce type de cours découvertes. Par contre, tout ce qui est langue, donc français et puis toutes les langues étrangères, on va effectivement être plus dans de l'imprégnation. Voilà, dans un peut-être même, on va le voir d'ailleurs pour la langue, des bains linguistiques où on va pas expliquer par exemple comment se construit l'accord du participe passé. Non, hein, c'est pas du tout le but. Le but c'est que ça soit une démarche inductive et pas déductive. Donc, ces capsules de mise en bouche, telles que je les ai nommées, eh bien, on va plutôt effectivement les retrouver dans les matières plus linguistiques. Et donc, ça va vous intéresser, je pense, un peu plus. Et puis, donc, ces capsules, effectivement, leur point commun entre ces cours découvertes et ces mises en bouche, c'est qu'elles sont déportées à la maison et que le jeune, donc, les découvre à la maison. Ça, c'est vrai. Donc, cette capsule sert évidemment à favoriser l'apprentissage et ça permet de donner du sens. On sait où on va, on sait à peu près, on a vu quelque chose, donc on sait à peu près où on va et de quoi on va parler. Et c'est ça l'intérêt. Alors je vous en ai mis deux, donc j'attends que je vais vous les lancer. Et c'est deux exemples. Un qui lance une activité d'écriture, une qui lance une activité d'écriture, et l'autre une activité de langue. Voilà. Alors on va les regarder. S'il y a un problème de son, Sébastien est prévenu, il me fait signe, je passe en écran diaporama et je vous les envoie sans le son. Enfin, ceci dit, il n'y a qu'une musique parce que moi, dans mes mises en bouche, je ne parle pas. Voilà. Voilà, maintenant on va essayer de faire partir la deuxième. Le concept, c'est toujours le même, hein, c'est toujours le même rituel,
jamais ma voix, pas de charge cognitive lourde, parce que si je parle, je vais faire quoi? Rajouter de l'information et du coup, ça perdra toute son efficacité. Et si je lis ce qui est écrit, je ne vois pas non plus l'intérêt, c'est une vidéo, s'ils ont un petit problème de lecture, ils peuvent toujours avancer, reculer. Donc, j'ai enlevé, j'ai épuré. J'ai fait aussi, j'ai choisi un logiciel très simple qui s'appelle Adobe Spark Video, comme vous avez certainement pu le voir, qui permet aussi d'avoir quelque chose de pas animé, avec des gifs de partout. Donc là, l'idée vraiment, c'est de rentrer vers de la sobriété. Et l'objectif, c'est qu'il y ait déjà ce petit dialogue qui commence à venir. Donc, je ne demande rien, je n'attends rien des enfants. Je veux juste qu'ils s'imprègnent et qu'ils se posent des questions. Parce que comme le dit Monsieur Mérieux, c'est bien quand même l'efficacité d'un apprentissage, c'est lorsque le jeune s'engage. Et pour qu'il s'engage, il faut bien qu'il ait un désir de savoir. En effet, hein, si je vous demande, si d'un coup j'arrête ma conférence là tout de suite et que je vous dis, bon écoutez, là j'en ai assez de vous parler à la classe inversée, mais je vais vous parler du moteur et du moteur d'une Mercedes et vous expliquer tout ce mécanisme, je ne suis pas certaine que vous soyez très motivé. Vous n'êtes pas venu pour ça, vous n'avez pas ce désir d'apprendre ça. Et du coup, c'est un peu pareil avec nos jeunes. Donc, le désir, ça ne s'improvise pas. Hein, on ne peut pas dire, ben, tiens, vas-y, aime mon cours et apprends. On ne peut pas dire à un enfant d'apprendre. C'est pas possible. Le désir d'apprendre, il vient justement de cette envie de. Et donc, c'est vrai que cette mise en bouche, on peut l'apercevoir comme un teaser, comme une bande-annonce presque, un produit marketing qui annoncerait le cours suivant. Mais bon, ça ne me dérange pas que vous disiez ça, parce que du coup, moi, l'essentiel, c'est que moi, ces jeunes, ils ne viennent pas avec des réponses comme je le faisais précédemment. Et d'ailleurs, ces réponses, je ne les avais pas. Hein. Ça, c'est clair, je vous l'ai dit, mais qu'ils viennent avec des questions. Et ensuite, ce rendez-vous pédagogique, eh bien, ces 55 minutes, elles seront construites de la manière suivante, avec un seul objectif, c'est qu'ils puissent eux-mêmes répondre à ces questions qui se posent. Et quand on y arrive, ben, c'est merveilleux. Voilà. Alors après, c'est compliqué parce que c'est pas effectivement faire un cours. Il va falloir coudre petit à petit, pas à pas, étape par étape, baliser le chemin de manière à ce que cet enfant qui a cette question au départ, hein, au moment où il ouvre la porte, eh bien, il puisse avoir les moyens, qu'on lui donne les outils, et ça c'est mon travail d'experte, de répondre à cette question. Mais quand il sort et qu'il a sa réponse, hein, eh bien là on a gagné. Voilà. Alors du coup, la capsule est faite pour ça. Alors vous allez vous dire peut-être, oui, mais vous avez parlé tout à l'heure des enfants qui étaient en caravane, etc. Effectivement, au début, ils n'avaient pas le numérique, il y avait un téléphone, ça c'est certain, mais il n'y avait pas de connexion. Alors du coup, je convertissais ce modèle de capsule, comme là vous le voyez, hein, sous format PDF, comme un storyboard. Alors c'était moins fun, certes, parce qu'il n'y avait pas la musique, mais enfin, en même temps, elle n'est pas non plus, elle n'est pas super intéressante cette musique, mais ça passait quand même, hein, il y avait quand même cet esprit-là. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, le département a équipé, a fait un effort vraiment conséquent pour que tous les jeunes, et notamment avec ce qui nous est arrivé cette année avec la Covid, que tous les jeunes puissent avoir un outil informatique quand ils n'en avaient pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je passe plus par cette formule papier. Alors avec cette capsule, je pousse avec à côté d'elle un petit lien vers un Google formulaire qui est très simple. Vous voyez, pas de tâches complexes. Hein, ça c'est toujours ma règle, que des tâches simples. Mais c'est un retour qui me permet de voir s'ils ont bien visionné la capsule. Alors le nom, de quoi parle la capsule, hein, c'est déjà, voilà, on pose une question sur laquelle d'ailleurs je vais rebondir pendant le rendez-vous pédagogique. Et ensuite, je laisse une question subsidiaire à est-ce que tu as des questions? Et là, c'est intéressant, voyez-vous, parce que quand j'ai ouvert cette bulle d'espace personnel où on peut éventuellement dire quelque chose, eh bien, c'est intéressant parce que, en principe, si la capsule est bien faite, il n'y a aucune question. Parce que je ne veux pas les mettre en difficulté. Mais s'il y a des questions, ça veut dire que dans ma capsule, j'ai injecté des prérequis qui ne sont pas, du coup, acquis par tout le monde. Et là, du coup, ça me permet de détecter tout de suite, très rapidement, les enfants qui auront besoin d'une aide particulière pendant le rendez-vous pédagogique. Et du coup, alors dans mon protocole, je les appelle, ils ont un nom particulier, ceux-là, ceux qui posent une question, ce sont des curieux.
Et dans ma salle de classe, on le verra tout à l'heure, il y a un îlot qui est consacré aux curieux et je m'occupe d'eux tous les matins, quand il y en a bien sûr, hein, mais tous les matins, j'ai un espace, un moment uniquement avec eux pendant que les autres font autre chose. On va le voir dans l'étape suivante. Alors, le rendez-vous pédagogique arrive donc le lendemain, après cette préparation à la maison, et il va y avoir donc les 5 premières minutes. Donc, les enfants rentrent avec des questions, hein, voilà, et il va y avoir donc un brassage. Donc, moi, j'utilise un logiciel qui me brasse les élèves pratiquement à tous les débuts de classe inversée, donc au bas du protocole. Hein. Dès que je lance une notion, le logiciel brasse et il distribue les élèves dans les îlots. Les curieux vont temporairement venir dans l'îlot des curieux, mais ensuite ils seront rebasculés rapidement avec les autres. Alors, pourquoi je fais ça? C'est très simple. C'est parce que je m'étais rendu compte au début, je faisais pas ça, et je me suis rendu compte au bout de quelques années que j'ai pris du temps pour comprendre qu'en laissant les élèves se placer ou en moi les plaçant en faisant des groupes, par exemple, eh bien, je mettais en place en fait une distribution des rôles naturelle qui est très très négative en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir le leader qui va toujours prendre des initiatives et du coup il va s'instaurer comme ça des habitudes et moi je ne veux pas ça. Donc c'est pour ça que je redistribue tous les jours de manière aléatoire. La seule contrainte que je donne au logiciel, c'est que je veux que les groupes soient mixtes, hein, qu'il y ait des filles, des garçons. Voilà, c'est tout. Alors pendant qui rentre, il s'assoit. Et la première tâche, ce protocole, ils le connaissent, bien sûr, parce que je passe un peu de temps au début d'année pour leur expliquer. 5 minutes, je lance le chronomètre. Donc, je travaille vraiment avec un chronomètre visuel projeté au tableau. Et pendant 5 minutes, les élèves vont interagir. C'est ce que j'appelle la phase d'interaction. Alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, de la capsule, la fameuse question. Hein, de quoi parle la capsule? Et donc, ils doivent échanger pour voir s'ils ont perçu la même chose. Et bien souvent, vous allez le voir dans la petite vidéo qui suit, ils se projettent déjà sur la tâche qui va suivre après et qui est ce qu'on appelle la tâche complexe. Pendant ce temps, pendant ces 5 minutes où ces élèves donc, échangent, moi, je suis, s'il y en a, avec des curieux. Et là, je peux effectivement aller répondre à leurs questions. Et c'est vrai que ça change tout parce qu'ils n'ont pas besoin de la poser la question. Et non seulement je connais la question, mais j'ai aussi préparé la réponse. Et le fait de se savoir attendu comme ça, d'être attendu par l'enseignant, savoir que l'enseignant a pris en considération ce que vous avez dit, ce que je n'avais pas toujours la possibilité de faire quand je m'adressais à tout le monde en même temps sur la même chose. Là, par contre, je peux me permettre, comme je suis libérée de cette parole magistrale, je peux me permettre effectivement de consacrer 5 minutes de temps avec eux. Alors, vous allez me dire, 5 minutes, on ne peut pas tout expliquer. Bien évidemment. Mais ce n'est pas grave, hein, puisque de toute manière, l'îlot des curieux, il sera là demain et après-demain et les jours suivants. Donc, je peux tout à fait me permettre de redonner un rendez-vous aux curieux en lui disant, mais écoute, voilà, on a avancé, mais demain on continuera. Et ça m'est arrivé comme ça de garder des curieux pendant un mois et sans que ça soit lourd pour eux ni pour moi, parce que finalement, on revenait tous les jours, on avait pris cette petite habitude et ça permettait vraiment de répondre à des questions. Et j'ai trouvé ça très, très agréable. Alors, on va regarder rapidement cette petite phase d'interaction. Et il veut marcher pour lui apporter des fleurs. Et il dit qu'il marchera la nuit et le jour. Ce sera pareil que quand il va marcher le jour et la nuit, ce sera pareil pour lui. Et en gros qu'il sera vieux. Ouais. Même s'il est vieux, il continuera à marcher. Alors, je passe, j'interromps la vidéo, mais en fait, on n'entend pas très bien le son sature certainement. Mais vous voyez, j'avais donc lancé une capsule sur Demain des lobes, hein, le poème, et on voit bien, là, tout de suite, il y en a un qui prend la parole et qui commence à émettre une hypothèse. Vous voyez, il vous dit, voilà, il a été assez clair, assez ferme, bon, voilà, il va en déduire que c'est un poème qui annonce le suicide de l'auteur. Et c'est intéressant parce que dans le groupe, certains se disent, attends, quand même, mais voilà, déjà, ils anticipent. Et ils anticipent la suite.
Et c'est très intéressant d'observer cette phase d'interaction, notamment quand je suis pas avec les curieux, parce que on voit bien se dessiner déjà des choses, l'échange entre pairs, hein, ce que décrit très bien Vygotsky, hein, avec ces interactions entre pairs. Eh bien, il y a des régulations, et là, il faut laisser aller le groupe. Il faut pas intervenir du tout, hein. Il faut au contraire, même on voit qu'il y a des contresens ou des non-compréhensions de la notion, on les laisse faire. Parce que peut-être qu'à un moment donné, tardivement, ils vont se rendre compte, ah mais là, ça ne fonctionne pas. Et même s'ils n'auront pas terminé la tâche, parce que du coup, ils seront partis sur une mauvaise piste, c'est pas grave, hein. Du coup, ils vont se dire, ah oui, là, je sais que j'ai fait une erreur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pendant ce temps, donc, je m'occupe de l'îlot des curieux. Alors, j'ai mis en place, parce que cette année, j'ai des petits, hein, j'ai des 6e, donc j'ai intitulé ça pour que ce soit un peu plus clair, un atelier de réparation. Donc, ils viennent d'aller dans l'îlot des curieux et puis ils ont une fiche individuelle avec, comme ça, un petit plan de travail où, effectivement, ils peuvent régulièrement continuer cette piste. Alors, je passe parce que bon, vous aurez l'occasion de me redemander ce document s'il vous intéresse, vous donner des exemples, évidemment par l'intermédiaire de mon adresse. Alors après arrive donc la fameuse tâche. C'est une tâche dite complexe et c'est le moment où on va construire, hein. C'est donc là, hein, que vraiment votre travail va être important parce qu'il va falloir trouver des idées. Pour chaque notion, pour chaque texte utilisé, trouver une idée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tâche complexe? Il y a des définitions qui traînent un peu partout, mais en gros, ce que j'aime définir comme tâche complexe, c'est de dire que d'abord, une tâche complexe, c'est une situation concrète. On essaie de rendre, alors pour des professeurs de langue, en plus c'est encore mieux, mais on essaie d'ancrer ça dans du réel. Voilà. Donc, une situation, un scénario, hein, un petit scénario qui va amener le jeune à utiliser cette notion, à découvrir cette notion. Avec, alors bien sûr, tout seul, ça ne va pas fonctionner, mais il va falloir lui fournir ce qu'on appelle des ressources externes. On va voir, il y en a de différentes natures, donc il y a des ressources plutôt matérielles, ça peut être des objets, hein, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec ma capsule sur l'écrit, où j'avais demandé aux enfants d'amener un objet de chez eux, hein, pour le détourner ensuite. Ça peut être bien sûr du numérique, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte, ça peut être un dictionnaire, enfin, peu importe. Donc il y a des ressources, elles sont installées déjà sur les tables, hein. Ils savent, les enfants, dans le protocole, que tout ce qui est sur la table va servir à un moment donné. Même si un bout de ficelle, ça va servir à un moment donné. Voilà, ça c'est clair. Et du coup, on est dans une démarche d'investigation. On va regarder comment ça se passe concrètement. Donc, il va y avoir, par exemple, alors je vais vous en donner quelques séries. Voici donc une tâche complexe. Donc, le protocole, c'est toujours le même. Il y a ce fameux bandeau rouge, hein. Donc, je projette, hein, je dis, voilà, aujourd'hui, j'ai une mission pour vous. Et je commence en fait comme ça à lancer les activités après l'interaction. Donc, alors cette tâche, au niveau du timing, elle va durer à peu près 25 minutes. Voilà, hein, c'est à peu près le temps que je consacre à cette tâche. Que ça soit fini ou pas fini. Hein, 25 minutes. Évidemment, moi, je pratique beaucoup la pédagogie de la frustration. Hein, vous allez le voir, parce que dans une tâche, les enfants vont d'abord comprendre ce qu'il y a à faire et ensuite le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils comprennent ce qu'il y a à faire. À la limite, s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Et au contraire, ça les frustre, parce que quand on a compris, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est de cette frustration, bien sûr, que je vais utiliser pour ensuite les conduire au chef-d'œuvre, évidemment. Alors, voici un exemple avec ce correspondant anglais qui doit faire un exposé en français sur le fameux poème, donc vous avez vu l'interaction tout à l'heure de Victor Hugo, et il a écrit un SMS. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez là se dérouler sous vos yeux, c'est exactement ce que j'ai envoyé à la classe le jour J, hein, avant qu'il soit parti dans la construction de l'explication de ce texte. Donc, un lancement, on va dire, qui donne une dimension d'investigation. C'est bien pour ça que je vous dis, ce n'est pas un exercice, hein, contrairement à ce qu'on entend souvent dans la presse. Un autre exemple par rapport à la capsule sur l'impératif que vous avez aperçu tout à l'heure, voilà la mission que je donne. D'ailleurs, celle-là, c'est ma préférée. Je la donne pratiquement tous les ans et elle fonctionne super bien. C'est donc ce petit Paul là qui a 6 ans. Ses parents doivent s'absenter et ils ont peur de le laisser tout seul à la maison.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, il y a quoi? On ne sait pas. On a vu une capsule, on a le professeur qui nous a mis un plan là, A3 scotché sur donc le plan que vous voyez, sur l'îlot, et puis on voit qu'elle a posé sur l'îlot un paquet de post-it rouges, un paquet de post-it jaunes et un stylo. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. C'est ça l'idée. Et vous voyez, la tâche complexe, c'est ça qui est compliqué. Hein. Ce n'est pas la capsule. La capsule, bon, une fois qu'on a compris le système, mais c'est de trouver l'idée. Tous les jours, une nouvelle idée. Alors, il y a des leçons qui s'y prêtent, mais il y a des leçons, c'est plus compliqué. Hein. Quand vous faites subjonctif, c'est pas très funky. Donc, il faut toujours avoir une idée. Alors, moi, quand j'ai pas d'idée, je vous envoyer un petit secret. Je me suis inventé un personnage virtuel. C'est Jean-Paul, mon cousin. Alors, c'est un personnage évidemment imaginaire, hein, mais je demande à mon mari de taper des mails avec une boîte qu'on a créée. Et Jean-Paul, il pose des questions à sa cousine, donc moi je suis prof de français, et il est toujours en galère. Alors évidemment, il m'écrit un message et je dis aux enfants, bon voilà, aujourd'hui, il nous a écrit, regardez, il doit écrire une lettre à la mairie, et regardez le modèle qu'il nous envoie. Et dedans, ben, il y a tout un tas de fautes, par exemple sur l'accord du sujet. Et là, sujet-verbe. Et là, je mets évidemment la place sur la notion que je vise, avec tout un type de sujet, le sujet inversé, décalé, etc. Et donc, les enfants vont travailler sur cette notion, vont l'observer, et puis ensuite, bien sûr, la mission, c'est de l'aider, donc de réécrire la lettre. Donc, quand j'ai pas d'idée, vous voyez, je fais appel à ce personnage. Mais c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui motive évidemment les élèves, c'est que ça soit à chaque fois concret, hein, ça évidemment. Alors, donc voici un petit extrait vidéo de cette fameuse tâche sur l'impératif et les valeurs de l'impératif. À côté, mais le à côté, mets-le à côté des plans, parce que sinon on va pas les mettre avec une flèche. Oui. Une flèche quoi? Ben, je sais pas. Du coup, on sait pas comment on va faire trop. Peut-être on va coller comme ça. On va faire par pièce. On va faire par pièce à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait par pièce? Ici, tu n'as pas le droit de toucher. Voilà, alors j'avance un peu. Donc on voit hein, qu'il y a donc une interaction, des propositions. Quelquefois on valide, quelquefois on valide pas. Et moi, j'observe, voilà, et je ne vais pas intervenir, hein, je n'interviens jamais. Par contre, je prends toujours, alors j'ai plus de bureau, moi, dans ma salle, hein, j'ai enlevé tout ce qui est bureau, ordinateur, tout ça, j'ai plus. Par contre, j'ai un tabouret avec des roulettes et je vais passer d'un îlot à un autre, toujours assise, et je vais m'occuper de ceux qui sont dans l'îlot et qui vont peut-être décrocher, pour des raisons très variées. Mais là, je vais pouvoir intervenir. Et je vais laisser ensuite l'îlot construire. Assez vite, j'ai pris l'habitude, au début j'avais une frousse terrible parce que je me disais, mon Dieu, mais ils vont taper à côté, à tous les coups. Mais non, en fait, hein, vous allez voir, si vous vous lancez, vous verrez qu'il y aura toujours une régulation. Alors, soit un groupe ou un autre, rien ne sera parfait de toute manière, mais la complémentarité des différents travaux qui seront proposés vous permettra ensuite, au moment du bilan, de bien asseoir la notion. Hein, ça, c'est clair. Il faut vraiment pas avoir peur et vraiment faire confiance aux jeunes. Alors évidemment, ils vont pas vous trouver des termes techniques du premier coup, mais ça, on s'en moque. Ça, c'est votre travail après de mettre des mots sur les notions. Mais c'est important qu'il soit là. J'ai pris tout à l'heure l'image du moteur de la Mercedes. Pour le coup, là, vous voyez, ils y sont vraiment dedans. Hein. Ils sont en train de manipuler. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'une langue, évidemment, ça se manipule. Hein. On ne va pas faire une leçon, on ne va pas écouter une leçon. C'est pas, comme dit souvent quelqu'un qui m'est proche, c'est pas en regardant des joueurs jouer au foot à la télé qu'on apprend à devenir footballeur, hein, ça c'est évident. Hein. Et donc, c'est un peu le même principe ici. Alors, donc, c'est des îlots, hein, on le voit. Il y a un écran, mais l'écran sert à projeter. Donc là, il y avait encore le bureau, mais c'est vraiment pour poser les ordinateurs. Et puis moi, je vais me balader d'un îlot à un autre. Et faire ce que je vous ai dit, d'accompagner. Alors, on voit aussi qu'il y a des tablettes, mais vous voyez le principe de la tablette, c'est un outil collaboratif,
Donc, j'aime bien les mettre sur ces plateaux à fromage tournant, là, parce que du coup, les élèves peuvent, je veux que tout le monde puisse participer à la construction. Alors, pourquoi ils ont des tablettes? Parce qu'une fois qu'ils ont donc découvert la notion, eh bien, ils vont émettre cette hypothèse, hein, ils vont commencer à structurer et ils vont conceptualiser. Donc, c'est le deuxième temps de la tâche complexe où on va préparer, en fait, le moment de cette mise en commun. Voilà, arrive ensuite cette mise en commun. Donc, cette conceptualisation, elle va peut-être prendre pour certains l'image d'une carte mentale. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un mandala, c'est-à-dire une forme un peu plus sphérique. Alors, tous ces outils d'image mentale, bien sûr, les élèves, ils sont initiés. Hein, c'est moi qui fais ce travail. Je leur montre comment on peut organiser sa pensée, comment on peut rendre compte, comment on peut faire une visualisation de ce qu'on en a découvert. Et donc, les élèves vont le faire naturellement. On voit également que je laisse aussi la possibilité aux enfants d'utiliser une autre forme d'imagerie mentale qui est la structuration avec des post-it, hein, où on va donc utiliser les post-it et ensuite on va utiliser une application qui va permettre de les scanner tous en même temps et ensuite de les ranger. Il y a des enfants qui ont besoin d'être dans cette station debout, d'utiliser l'espace aussi pédagogique qui est évidemment très peu utilisé dans un enseignement plus institutionnel. Et là, on voit bien que la forme scolaire évolue aussi dans cette classe inversée. De temps en temps aussi, alors ça serait l'objet d'un autre webinaire, mais je ne peux pas rentrer dans le détail, mais j'ai aussi, au bout de quelques années, fait évoluer ma pratique collaborative, parce que vous avez vu, là, c'est vraiment axé sur la collaboration. Et pour certains enfants, cette collaboration massive sur une année pose problème, hein, c'est clair, et notamment pour les meilleurs d'entre eux. Ils ont du mal à travailler toujours en collaboration. Alors, pour des raisons que je ne peux pas détailler ici, mais peut-être que vous me poserez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais en fait, j'ai donc dû faire évoluer un petit peu cette tâche complexe et la rendre de temps en temps individuelle. Et donc, c'est comme ça que j'ai basculé aussi vers quelque chose qui est aussi très développé aujourd'hui, ce qu'on appelle le plan de travail individualisé. Hein. Et donc, la tâche complexe, vous voyez, elle peut prendre ces deux formes. Elle peut être collaborative, de temps en temps, et de temps en temps être individuelle. On va retrouver le même process, hein, c'est-à-dire une investigation, une conceptualisation, une visualisation, mais elle va être de cette fois-ci individuelle. Voilà, donc j'ai quelques formes de plan de travail que j'ai bien sûr depuis perfectionné. Et puis arrive donc, juste avant, donc on a calculé 5 minutes d'interaction, 25 minutes de tâches complexes avec sa conceptualisation, et ensuite la mise en commun. Donc, la mise en commun, les groupes vont être, il va y avoir un rapporteur qui va être tiré au hasard, hein, au sort, et ce rapporteur va venir projeter. Alors, si on a du numérique, c'est mieux. Si on n'en a pas, au début, je n'en avais pas, eh bien, je leur donnais des grandes feuilles A3, hein, ils venaient les scotcher au tableau. Et il y a cet acte qui consiste à rendre compte de ce que l'on a découvert. Donc, on va faire ce travail, et donc 6 îlots. Hein, moi, j'en ai 6, donc les élèves vont venir et ils vont venir donc présenter. Et là, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que il va y avoir cette mise en commun et c'est à ce moment-là que c'est un temps qui va être très centralisé et c'est à ce moment-là que je peux intervenir ou je vais éventuellement bien sûr corriger à l'oral ce qui a été proposé et puis on va se mettre d'accord sur ce que l'on retient et on va voir que on va se rendre compte qu'il y a bien sûr des choses qui se ressemblent et puis on va pouvoir se dire ah ben tiens ça c'est intéressant sur l'îlot 1, ça c'est intéressant sur l'îlot 2 et on va se quitter. Le rendez-vous pédagogique va s'interrompre au moment où on va décider, où les jeunes et moi, on décide de ce que l'on garde et de la manière dont on va le mettre en forme. Et ça sonne, et ils s'en vont. Et là, c'est mon travail, et j'insiste là-dessus, c'est mon travail que d'assembler ce qui a été convenu. Et je vais donc récupérer les bouts à droite, à gauche, et je vais en faire une trace écrite, cette fameuse trace écrite, que je vais déposer. Alors au début, je faisais beaucoup de cartes mentales. Puis après, avec la pratique, je me suis rendu compte que ça
fonctionnait pas super bien pour tout le monde. Donc maintenant que j'ai l'expérience, j'alterne. C'est-à-dire je mets souvent la carte mentale et soit un texte plus classique, soit un tableau, peu importe. Mais je mets plusieurs formes de traces écrites. Et évidemment, d'une année sur l'autre, on va avoir à peu près les mêmes notions. Hein. Mais et du coup, le jeune va décider de recopier la trace qui lui convient le mieux. Et c'est ça, donc, sa tâche simple à la maison. Voyez-vous, c'est pour ça qu'elle est simple, parce que c'est une trace qu'il a investie. Et donc, regarder une capsule de mise en bouche qui ne sollicite pas cognitivement et recopier une tâche sur laquelle j'ai passé 1 heure de travail la veille, eh bien, ce n'est pas lourd. Et conclusion, dans ce que je vous ai dit au départ, eh bien aujourd'hui, dans le même collège, avec le même type de public, j'ai 95% d'élèves, et encore je suis sévère, qui font ce travail. Et bien sûr, je me suis, avec Madame Becchetti, avec le rapport du ministère dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché, on a fait on a même été interviewer les familles, etc. Et on a découvert que c'était une tâche qui était faite, ce travail est fait parce que les élèves, d'abord, ça ne les mobilise pas trop. Et ils disent tous d'ailleurs, hein, c'est pas du travail, voilà, c'est pas des devoirs. Ils sentent aussi que la capsule, si elle n'est pas vue, eh bien, il va leur manquer quelque chose, quoi. Voilà, ils n'auront pas eu l'apéritif, si vous voulez. Alors, ils vont passer au plat principal, ça c'est vrai, ils peuvent y passer. Moi, je ne sanctionne pas s'ils n'ont pas vu la capsule. Mais d'eux-mêmes, ils le font. Parce qu'ils se disent, si je ne l'ai pas, l'interaction, c'est un peu comme voilà, quand les copains parlent d'un truc à la récré et que moi, je n'ai pas vu ce dont ils parlent. Et c'est exactement ça. Et un ado ne supporte pas, ça j'ai remarqué, ne supporte pas ne pas être au courant. Voilà. Donc, il faut, et c'est pour ça qu'ils le font. Voilà, ils le font naturellement. Alors, quand ils ne le font pas, c'est qu'il y a un problème technique, mais c'est très, très rare maintenant. Et donc, mon objectif est complètement atteint. Et vous avez vu les deux, puisque maintenant, évidemment, certes, ils ne m'écoutent pas, mais de toute façon, je ne parle pas. Donc, ils n'ont pas à m'écouter. Moi, je suis vraiment, je pilote, voilà, je guide, j'interagis. Et c'est ce qu'on dit souvent, on est passé du face à face au côte à côte. Et ça, aujourd'hui, je ne reviendrai plus en arrière. Et enfin, voici donc la dernière partie, le chef-d'œuvre, c'est-à-dire cette production qui peut être collaborative ou pas, individuelle, numérique ou pas, mais chef-d'œuvre toujours. L'idée, c'est de donner une finalisation. Alors, elle est pas forcément systématique, hein, vous êtes obligé de faire un chef-d'œuvre à chaque fois, mais ça, elle peut se regrouper aussi. Ça peut être un chef-d'œuvre sur plusieurs séances. Hein, voilà, un travail d'écriture, par exemple, ben, ça va se reposer sur plusieurs séances. Mais il y aura cette notion d'exposition. Moi, j'ai un blog privé que vous ne verrez jamais, même si vous me le demandez. C'est ma galerie des chefs-d'œuvre. La galerie des chefs-d'œuvre, vous verrez un exemple quand même sur mon blog parce que j'ai laissé une trace. Mais c'est un blog privé que j'ai avec mes jeunes et leurs familles, et on expose dans cette galerie. Voilà, on expose ce qu'on a fait. Et ça, c'est important. Hein, c'est vraiment important de se dire, on retourne en arrière, on dit, ah ouais, j'ai fait tout ça quand même. C'est moi qui ai fait tout ça. Et il faut qu'il y ait une certaine fierté dans la réalisation de ce que l'on fait. Alors bon, voilà, quelques formes comme ça. Là, par exemple, un travail sur de l'oral, enfin sur du théâtre. On va avoir des extraits. Sébastien pense au temps, hein, parce que... Orage, au désespoir, ô vieillesse ennemie. N'ai-je donc... Il faudrait conclure. Ouais, il faudrait conclure. Dès que tu voilà. peux. Non, mais j'ai juste fini. Donc, je vous ai montré un extrait très rapide de théâtre. Là, c'est un travail sur l'écriture, un storyboarding, une écriture de nouvelles policières à partir d'une carte. Voilà, des poèmes sur des vitres, des émissions radio. Voilà, des émissions radio sur des notions. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons interviewer Madame Becherel, experte en adjectifs de couleurs, et elle nous dit tout sur les couleurs. Alors Madame Becherel, expliquez-nous tout. Ouais, Bonjour, je suis Madame. Madame... Les chefs-d'œuvre, vous les verrez sur mon blog, il y en a plein.
c'est fourmi de chefs-d'œuvre sur le blog. Et les outils, voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur les outils que j'utilise, étape par étape. Faites une photo rapidement de cette diapositive. Bien sûr, je laisserai le diaporama à Sébastien sous format PDF. Hein. Vous ne verrez pas les vidéos, mais bon, vous pourrez les retrouver facilement sur mon blog. Et là, vous voyez, donc Adobe Spark Video pour la création des capsules, j'en ai parlé. Je vous ai dit aussi l'histoire des post-it. Quand on voit sur la porte ces enfants qui collent des post-it, ils visualisent ensuite avec cette application qui est gratuite, qui est excellente, qui s'appelle Post-it. Ça permet de scanner que les post-it et ensuite les organiser sous forme d'arbres. C'est très, très sympa. Testez, vous verrez. Les tâches complexes, quand les enfants font les conceptualisations, eh bien, ils vont utiliser beaucoup Keynote. Pardon, les tâches complexes, c'est moi qui les présente. Donc, j'utilise souvent Keynote pour les tâches complexes. Et pour le plan de travail, j'utilise ThinkLink. Ça me permet d'épingler les tâches sur une image. Ou depuis quelque temps maintenant, puisque j'ai les plus petits, j'adore ce site, c'est merveilleux. Pour ceux qui aiment l'univers fantasy, c'est vraiment une merveille. C'est un gestionnaire de classe redoutable qui s'appelle Classcraft. Je vous le conseille. Si vous avez des petits, c'est vraiment super. Et là-dedans, on peut faire, ils appellent ça des quêtes. C'est un site québécois. Et en fait, on peut faire des plans de travail avec. C'est génial. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, dans quelques jours, je vais leur sortir une quête que je suis en train de réaliser sur La Belle et la Bête. Et donc, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et la mise en commun, j'utilise du mind mapping. Hein, donc, moi, j'ai eMindMapKits, qui est une application iPad et qui est gratuite hein, et qui est vraiment très pratique à prendre en main. Et enfin, pour les chefs-d'œuvre, il y en a une foultitude. ThinkLink, à nouveau, c'est des images interactives. Pages et Keynote, les traitements de texte pour Word ou PowerPoint, du classique. iMovie pour faire des montages vidéo ou un simple dictation pour de l'oral. Et pour la gestion de classe, donc j'ai parlé de Classcraft, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous avez un PC, Classroom Screen qui permettra de vous montrer, de vous donner cette visualisation, ce chronomètre et même également de faire cette répartition dans les îlots, hein, pas mal. Classroom Screen, c'est un site gratuit bien sûr. Et si vous avez envie aussi de gérer le bruit de travail que va générer la pédagogie active, hein, ce qui est logique, vous avez un petit widget qui est très sympa, qui est aussi un site qui s'appelle Bouncy Balls et qui permet, c'est un sonomètre visuel qui est vraiment très intéressant et qui fonctionne bien en classe. Quelques mots juste très rapidement sur les variantes. La fameuse classe inversée à distance dont je voulais vous parler, que je mets en place encore, peut-être dans très très peu de temps. C'est une adaptation en fait de tout ce que vous avez vu, mais avec un protocole à distance. Donc il y a la capsule qui est envoyée, cette phase d'observation. Il va y avoir la tâche complexe également que je vais mettre en place. Alors j'utilise beaucoup des outils comme la cuisinière ou Google Formulaire pour que les élèves puissent faire un plan de travail du coup individualisé, hein, bien sûr. Donc ils vont faire leurs activités. Il va y avoir ensuite une phase d'hypothèse. Donc les élèves vont me proposer faire une visualisation, une conceptualisation de leur découverte. Alors souvent ils font des cartes mentales qui le photographient, ils les font à la main et ensuite ils me les photographient, ils le mettent sur notre blog. Et après il y a une phase bien sûr de compte rendu. Et en ce qui me concerne, je vais faire, au lieu de faire cette mise en commun, je vais faire une intervention individuelle sur chaque proposition. Et après, je lancerai évidemment la production d'un chef-d'œuvre. Vous voyez, je reste quand même dans cette mise en activité. Le process reste le même à distance. Et j'ai rajouté aussi des... De 11h30 mercredi à midi ou midi et demi. Merci. Non, pardon Marie, excuse-moi. Ouais, pardon, j'ai entendu. Voilà, et donc si ça vous intéresse, je pourrais aussi éventuellement vous envoyer le lien d'une conférence que j'ai faite au moment du confinement, au mois de mars. J'ai fait ça pour le Québec, là, et où j'avais été invitée. Et j'ai fait une conférence uniquement là-dessus, sur la pédagogie inversée à distance. Donc, je pourrais vous envoyer le lien YouTube, puisque ça avait été aussi capté. Voilà, donc pour les variantes aussi, je voulais vous parler d'un petit truc. C'est qu'aujourd'hui,
je finalise encore mieux, je pense. Je me suis perfectionnée, heureusement, hein, au bout de 10 ans. Je fais des simulations globales. C'est-à-dire, je fais, au-delà de ma classe inversée, moi, je garde mon protocole, mais j'essaie de trouver du lien entre toutes les séquences. Et du coup, simulation globale, certainement, vous connaissez, hein, c'est des mises en situation, des scénarisations, cette fois-ci, à l'échelle d'une année, où tous les élèves vont avoir, en fait, une aventure. Hein, on va découvrir cette aventure. Et donc là, cette année, j'ai mis en place, je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne pas, j'ai mis en place un scénario que j'ai appelé le manoir des livres perdus, qui est en fait une investigation dans un manoir où tous les livres ont disparu et chaque livre en fait c'est une séquence différente, voilà, un point du programme différent. Ça vous pourrez aller le voir aussi sur mon site. Et sinon, l'année dernière, j'ai mis en place aussi une autre simulation globale. Alors, c'était pas un manoir, c'était un voyage. Et c'était un voyage sur toute l'année. Et je ne sais pas pourquoi, le Geniali ne charge pas très bien. Bon, en fait, Non, ça aussi, on a un écran blanc. Ouais, je vois. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, j'ai partagé en fait mon écran Keynote et pas mon écran d'ordinateur. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà, pour conclure, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut y aller progressivement. Hein, il faut vraiment ne pas se lancer d'un coup. De toute façon, c'est impossible. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de capsules à réaliser. Moi, j'en ai réalisé en tout 88. Hein, pour que la partie langue, hein, que ça couvre tout le programme de la 6e à la 3e. Et pour faire ces 88 capsules, j'ai mis plusieurs années, hein, parce que j'ai pas fait tout d'un coup. Donc, c'est vrai que c'est une approche qui, vous l'avez vu, et au départ, effectivement, demande un investissement personnel important. Hein, il ne faut pas se cacher. Mais on n'y va que si on en éprouve une nécessité. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire en conclusion, avant de laisser la parole à Sébastien. La classe inversée, oui, hein, mais on va procéder à cette métamorphose que si effectivement dans le contexte actuel, vous n'êtes pas satisfait de votre pratique. Si vous aussi vous avez des élèves qui sont quelquefois muets ou qui s'investissent pas ou qui ont du mal, ou vous sentez que vous ne pouvez pas intervenir parce que quand on fait un cours en face à face, eh bien, on voit bien sûr les enfants qui ont tendance à décrocher, mais on n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'on fait le même cours à tout le monde en même temps. Donc, c'est compliqué hein, de se détacher. Donc, c'est vrai que si un jour, vous avez, à un moment donné, un trop-plein de ça, eh bien, oui, il va falloir peut-être penser à changer, à faire évoluer, mais progressivement. Mutualiser aussi, c'est très important. Hein, ça, moi, au départ, quand j'ai commencé la classe inversée, j'étais toute seule en France. Hein, dans ma discipline, on était 3 en fait au départ. Hein. Et donc, j'ai commencé à faire un mur Padlet où j'ai mis mes capsules. Puis, je suis allée sur Twitter. J'ai appelé les profs de français. Je leur ai dit, bon, si ça vous intéresse. Et puis, beaucoup sont venus alimenter. Aujourd'hui, le mur Padlet des capsules de français, je crois qu'on est à plus de 200 capsules. Hein, c'est énorme. Et il y a encore des gens qui continuent à y déposer des choses. Donc, vous voyez, il faut aussi être réaliste et mutualiser ses ressources. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et désolée pour avoir été un petit peu longue. Marie, aucun problème, c'était passionnant. On te remercie effectivement tous. Alors, malheureusement, il n'y aura pas trop de temps pour les questions, mais finalement, je vais essayer de résumer beaucoup de choses. Alors, dans les questions posées par les collègues, je vous rassure, la présentation vous sera diffusée. Donc, vous retrouverez tous les éléments évoqués par Marie sur le format PDF qu'elle aura la gentillesse de nous adresser. Et en consultant son blog ou même en lui écrivant, puisque Marie a partagé ses contacts directement avec vous, hein, je les ai affichés sur le chat, vous pourrez lui poser avec du recul toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ce matin. Et vous retrouverez aussi facilement sur le blog de Marie toutes les ressources et les liens vers les applications qu'elle utilise, n'est-ce pas Marie? Parce que beaucoup de personnes, par exemple, nous ont interrogé sur les outils que tu utilisais pour faire un mandala. Vraiment, vous pourrez trouver tout ça tout seul, très facilement en consultant le blog. Je peux répondre très vite, Sébastien. Bon, un mandala, c'est rien d'exceptionnel.
vous allez sur votre PowerPoint, vous prenez les objets graphiques, là, les tableaux, les graphiques, et vous prenez le truc en forme de camembert et vous modifiez les données. Voilà, c'est tout bête. Hein. C'est vraiment un outil qu'on trouve sur PowerPoint. Moi, j'utilise Keynote, hein, mais c'est pareil. Alors, je crois que Keynote, c'est un outil de Apple. Hein. Il faut être sous Apple. Ouais, ouais, c'est ça. Apple. Mais PowerPoint le fait. Hein. Oui, vous savez, oui, les bien graphes, sûr. là, Bien sûr. comme bon, il y a le camembert et on choisit en fonction du nombre de tranches de camembert qu'on veut. Donc, j'ai préparé mes modèles, moi, et j'ai fait un PowerPoint, si vous voulez, qu'avec des camemberts vides. Et quand les enfants en ont besoin, ils vont chercher là-dedans et ils remplissent. Très bien. Alors, Marie, j'essaie de te faire remonter 2 autres questions. Donc, la première, c'était comment tu gères quand certains élèves n'ont pas regardé la mise en bouche? Alors, on est très détendu hein, par rapport à ça, très détendu, parce que là, c'est ce qui change d'ailleurs, la mise en bouche n'est pas obligatoire. Mais figurez-vous qu'elle est quand même vue par pratiquement tous les élèves. Et quand ils n'ont pas vu, eh ben, ils vont la regarder pendant que les autres sont en interaction. Et c'est là que ça commence à grincer. Ils n'aiment pas tellement ça. Donc, du coup, ils la regardent. Hein. Non, franchement, hein, je ne vous mens pas, les élèves regardent la mise en bouche. Bien sûr, dans les conditions dans lesquelles vous avez vu comment elle est gérée. Hein, c'est-à-dire, c'est pas, voilà, je sais pas, je fais pas une thèse moi hein, dessus. C'est 1 minute 30, c'est vraiment très clair. Des questions, j'attends pas de réponse. Il y a le petit Google Form, qui tu es, de quoi ça parle, éventuellement si tu as une question. Et puis voilà, en 5 minutes, c'est fait. Donc les enfants le font. Voilà, je n'ai pas ce problème-là. Bien sûr, si je m'amusais à faire des trucs un peu plus lourds, ah là oui, hein, là c'est certain que je m'exposerai à des élèves qui ne le regardent pas. Bien évidemment. Et du coup, la mise en commun, en général, tu y consacres combien de temps? Alors là, je fais remonter les questions des collègues, hein, bien évidemment. Oui, alors vous avez peut-être calculé 5 minutes d'interaction, 25 minutes de 20 à 25 minutes hein, de tâches complexes, vous faites la soustraction, hein, il va vous rester à peu près 20 minutes, 25 minutes pour faire la mise en commun. Voilà. D'accord. Alors, Christina, je me permets de m'adresser à toi, Christina. Il y a des collègues qui sont sur le groupe Meet maintenant pour l'atelier. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on clôture cette session de conférence. Je suis vraiment désolé pour certains collègues pour lesquels on n'a pas pu traiter les questions, mais encore une fois, vous pouvez tout à fait me les adresser, tout à fait les adresser à Marie directement. On y répondra avec plaisir. Moi, je les relayerai à Marie. Hein, donc, n'ayez pas de frustration et vous retrouverez beaucoup d'informations, je le sais pour l'avoir consulté, sur le blog de Marie. Voilà. Il est temps de clôturer cette session. Encore une fois, merci infiniment à Marie, bien évidemment. Merci à Christina qui, elle, va commencer son atelier. Merci beaucoup, Christina. Merci à vous. Hein. Moi, je suis très contente d'avoir rencontré de nouveau Marie Soulier que j'ai connue justement lors de mes petits acheminements dans les classes inversées. Et c'est la faute à elle, en fait, justement. Je lui disais tout à l'heure hein, que j'ai commencé avec cette folie d'aventure, d'apprentissage qui vraiment est énorme. Les possibilités d'avancer dans cette direction, je pense que ça vaut la peine d'y aller, vraiment. Et un peu comme tu dis Marie, c'est très bien. De mon côté aussi, j'y vais doucement. Je commençais petit à petit et voilà, et je continue d'acheminer, de faire mon petit chemin. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu un grand changement dans mon expérience comme enseignante. Moi, j'aime bien parler de plus facilitatrice d'apprentissage qu'enseignante, parce qu'en fait, ce qu'on cherche justement, c'est à favoriser l'apprentissage plus qu'enseigner et à donner de savoir. Je crois que les rôles ont effectivement changé un peu grâce à la classe inversée. Donc, merci Marie encore une fois de plus hein, des partages et des expériences toujours enrichissantes. Et nous, on va décoller dans quelques minutes, je crois, dans 10 minutes. Oui. On décolle pour la classe, une petite expérience de classe inversée, mais on va dans l'atelier. On va aller dans l'atelier là. D'accord. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Christina. Merci beaucoup.
Merci. C'est chez moi que ça souffle comme ça? Non, peut-être pas. Voilà, et je finirai juste par remercier bien évidemment le département d'éducation de Catalogne, représenté ce matin par Josep Moncada. Josep, est-ce que tu voudrais le mot de la fin? Tout va bien? Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter tous les espaces que Marie a partagés avec vous pour en savoir davantage. Pour les collègues qui sont inscrits à l'atelier, je ne peux pas alors, c'était un atelier sous inscription, hein, donc je ne peux pas le diffuser ici sur le chat. Mais si vous ne l'avez pas reçu, vous m'écrivez un message ou écrivez un message à Christina, puis on vous le renverra sans problème. Oui, de toute façon, la première partie de l'atelier, il y aura une petite présentation, je peux l'enregistrer si vous voulez, parce qu'ensuite, il y aura effectivement des petits groupes, on va travailler en équipe, etc. Donc, ce sera peut-être plus compliqué de suivre, mais également la possibilité peut-être d'enregistrer la première partie où je fais une présentation. Et donc, peut-être là, si on peut enregistrer, garder avec les liens sur les différentes activités, etc. On peut partager effectivement aussi ça, donc pour tout le monde. Donc, excellent. Ça va? C'est parfait comme ça. Ok. Merci beaucoup. Merci Marie. À très bientôt. Muchas gracias, Josep. Merci. Merci à tout le monde. Et on se retrouve sur Meet, Christina. En tout cas, moi, je me connecte avec toi. Merci. À tout à l'heure. 5 minutes, je suis avec vous. Voilà. D'accord. Ok. Au revoir. À plus. Ciao.